Mes chers collègues, je vous remercie d'être présents ce soir à cette réunion de la Commission des lois. Chacun a à l'esprit ce qu'il s'est passé ces dernières semaines en France hexagonale et également dans les Outre-mer à l'occasion des manifestations dites des Gilets jaunes, en particulier à Paris les samedis 24 novembre et 1er décembre dernier. Il faut bien sûr condamner ces violences que rien ne peut justifier. Et je pense que tous les députés présents ce soir s'associeront à moi pour rendre un hommage appuyé aux policiers, aux gendarmes, aux pompiers, pour leur professionnalisme dans des conditions extrêmement difficiles. Dans ce contexte, il est normal, sinon indispensable, que la représentation nationale soit informée sans délai sur les modalités selon lesquelles ces rassemblements ont pu être gérés par les services relevant du ministère de l'Intérieur, sur les dispositifs juridiques et opérationnels qui ont été mobilisés et sur les atteintes aux personnes et aux biens qui ont été constatées. Et c'est le sens de cette audition. Nous accueillons ce soir M. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, M. Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, M. Michel Delpuech, préfet de police de Paris, Éric Morvan, directeur général de la police nationale, le général Richard Lizuret, directeur général de la gendarmerie nationale, ainsi que M. Alexis Marsan, commissaire divisionnaire, chef d'état-major adjoint à la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. Je vous propose d'organiser nos débats de la façon suivante. Le ministre et le secrétaire d'État interviendront de façon liminaire pour une durée d'environ 15 minutes maximum. Vous pourrez ensuite leur poser des questions. Il n'y aura pas d'intervention préliminaire des groupes politiques, donc des questions de 2 minutes chacun, et les ministres proposeront leurs réponses. Et je vous rappelle que nous retournerons dans l'hémicycle à 21h30 puisque nous débattons actuellement du projet de loi de programmation de la justice. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour votre propos liminaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs. Vous avez souhaité que nous puissions intervenir dans votre commission sur les événements survenus ces derniers jours liés à ce mouvement que l'on appelle effectivement des Gilets jaunes. Les scènes survenues samedi à Paris, mais dans de nombreuses autres villes de France, et pas seulement dans des grandes villes, sont d'une violence rarement atteinte. Des symboles de la République, de notre histoire, de notre patrimoine, ont été souillés de façon inacceptable et odieuse. La colère et la honte sont évidemment aujourd'hui mêlées et nous intervenons ce soir devant vous à chaud, 48 heures à peine après les événements que nous avons connus à Paris et en région, alors même que d'autres actions se poursuivent au moment même où je vous parle. Nous sommes, Laurent Nunez et moi-même, et toutes les forces du ministère de l'Intérieur, dans le temps de l'action, dans le temps des opérations, et donc j'évoquerai quelques points et nous prendrons le temps de répondre à vos questions dans la mesure du possible. D'abord, comme vous, Madame la Présidente, je souhaite rendre hommage aux forces de l'ordre, ce à quoi nous assistons depuis plusieurs jours, ce à quoi nous avons assisté samedi à Paris, mais également à Narbonne, au Puy-en-Velay, à Albi, à Tarbes, à Bordeaux, à Troyes. Et ce à quoi nous assistons depuis 2 semaines sont des attaques contre les institutions républicaines, contre les symboles, contre aussi notre économie ou des droits fondamentaux comme celui de pouvoir librement circuler. Mais ce qui retient notre attention et qui nous touche tous, c'est effectivement ces violences qui ont été commises samedi dernier en particulier et celles qui, à Paris, ont porté atteinte à l'Arc de Triomphe. Elle a été profanée. Et je pense aussi aux parlementaires qui ont été menacés, aux préfectures qui ont été attaquées, vandalisées, incendiées, tout comme aussi des attaques sur un trop grand nombre de permanences parlementaires. Comme l'a fait ce midi le président de la République, je tiens devant vous, devant les représentants de la Nation, à rendre solennellement hommage à tous les personnels de mon ministère, préfets et personnels des préfectures, policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers. Ils ont tous fait face à ce déchaînement de violence. Mobilisés depuis de longs mois pour protéger notre pays du terrorisme, nos forces de l'ordre ont rempli leur mission, vous le savez, et je sais que vous le savez, avec abnégation, courage et professionnalisme. Je veux en particulier rendre hommage aux compagnies républicaines de sécurité et aux escadrons de gendarmerie mobile qui sont engagés en métropole et outre-mer au maximum aujourd'hui de leur capacité. Leur endurance, leur courage doit être salué. Je veux rendre hommage aussi aux hommes et aux femmes des unités de terrain au sein de la sécurité publique, de la préfecture de police ou des groupements de gendarmerie, membres des compagnies d'intervention, membres des services généraux,
Ils ne sont pas tous des spécialistes du maintien de l'ordre, et pourtant ils se sont mobilisés. Ils n'ont pas hésité à prendre leur casque, le matériel pour prêter main forte à leurs collègues et camarades. Ils ont tenu ferme face aux attaques d'ultra sans vergogne, à Charleville-Mézières, à Toulouse, à Saint-Étienne, à Avignon. Et je ne peux, hélas, pas être exhaustif tant le nombre de cibles ont été nombreuses. On a lancé des projectiles, des pavés, des marteaux, des barres métalliques, des frondes ont été saisies. Certains d'entre eux ont été, dans nos forces, blessés, parfois très gravement. Des cocktails Molotov, des bombes agricoles ont été utilisées sur les champs pour les bombes agricoles ou sur les routes ou autoroutes pour les cocktails Molotov. Je veux aussi penser aux familles de ces femmes et de ces hommes, et je sais leur engagement, je sais cela, et je sais que ce qui s'est passé dans leur engagement nous honore tous. C'est une démonstration exemplaire de ce que signifie la fidélité aux valeurs qui fondent notre société. Ils ont fait rempart. Ils ont fait un rempart républicain. Et attaquer les forces de l'ordre, c'est s'attaquer à la République. C'est s'attaquer à des hommes, des femmes qui mettent leur vie en risque au service de notre sécurité au quotidien. C'est s'attaquer à des pères et à des mères de famille. Et je veux le dire devant vous, parce qu'il faut que ce soit entendu par ceux qui pensent qu'au fond, tout cela ne serait pas très grave. Non, c'est extrêmement grave. Ce que nous avons vu samedi est à la fois honteux, indigne de notre pays et de notre histoire. Le mouvement des Gilets jaunes se distingue très fortement des mouvements revendicatifs que l'on a pu connaître par le passé, avec plusieurs caractéristiques différentes. Et ça rend compliqué l'appréhension à la fois du sujet et la meilleure façon d'organiser notre défense. La première chose que je retiens, c'est l'évolution et la dérive de ce mouvement. Je le rappelle, samedi 17 novembre, 292 000 personnes participaient à des actions, à des rassemblements dans toute la France. Dans la grande majorité des cas, même si seuls 10% des manifestations avaient été sollicité, demandé, déclaré. Il s'agissait d'un mouvement pacifique et bon enfant. Malgré déjà l'apparition d'actes de blocage et de tension, celles et ceux qui contribuaient n'étaient pas dans cet objectif de violence que nous avons vu depuis. Et j'ai donné des instructions très claires dès le samedi matin pour que systématiquement nos forces de l'ordre aillent les protéger. Parce qu'effectivement, on a vu des accidents graves, des accidents mortels. Et donc la première mission de nos forces de l'ordre a été de sécuriser systématiquement, quand ils ont pu le faire, dans près de 1200 endroits en France, l'organisation de ces manifestations. Mais toute la difficulté était que cette désorganisation, non-déclaration, mais plus globalement désorganisation, le mode opératoire choisi ont mis en danger les manifestants et d'autres usagers. Une personne a trouvé la mort, je l'ai dit, 388 ont été blessés immédiatement. Durant la semaine, le mouvement s'est poursuivi avec une baisse d'intensité. Le dimanche, 46 000 personnes, le lundi, 27 000, le mardi, 34 000, le mercredi, 15 000. Et c'est un socle qui s'est maintenu jusqu'à la journée du samedi 24 novembre. Ce jour-là, le mouvement a basculé dans la violence. 166 000 participants à des exactions, destructions et pillages commis dans les quartiers, notamment des Champs-Élysées. Face à l'absence d'organisation, malgré des appels à manifester à Paris, nous avions proposé un rassemblement sur le Champ de Mars. Tôt le matin, des éléments proches de l'ultra-droite ont attaqué le périmètre de protection qui avait été mis en place autour des institutions de la République sur le rond-point des Champs-Élysées. Puis, par effet de contagion ou d'opportunisme, d'autres groupes ont multiplié les attaques contre les forces de l'ordre sur l'avenue des Champs-Élysées. À Paris, 103 interpellations ont été réalisées. La semaine suivante, la mobilisation n'a cessé de décroître, alors que les points de tension se multipliaient. 12 000 à 17 000 personnes, selon les jours, ont été recensées sur les différents points de blocage. Samedi dernier a constitué un moment paroxystique de violence. Des scènes d'une rare brutalité sont produites à travers plusieurs quartiers de la capitale, mais aussi en Provence. Nous avons comptabilisé 136 000 participants. Il y a eu 682 interpellations dans toute la France, dont 412 à Paris, un chiffre qui n'a jamais été atteint précédemment. Par ailleurs, 207 gilets jaunes ont été blessés, ainsi que plus de 200 policiers blessés au plan national. Je veux souligner que si nos forces ont été blessées à un haut niveau de gravité sur les premiers jours, très peu de manifestants l'ont été. Là, on est passé dans ce moment de tension à des phénomènes qui ont obligé à des réactions et donc à des blessures plus graves, notamment chez les manifestants, mais aussi dans nos forces de l'ordre. Je crois qu'il faut avoir en tête que si ce chiffre d'interpellation n'a jamais été atteint, si ce chiffre de blessés n'a jamais été atteint, c'est vraiment l'incarnation de cette radicalisation violente qui n'est contestée par aucun des observateurs aujourd'hui. La bascule s'est effectuée dès la première semaine avec un changement très net de physionomie sur le plan sociologique,
je ne vais pas être bavard, mais on peut l'évoquer. Sur le plan géographique, le mouvement qui, au départ, concernait uniformément la France est concentré à l'ouest d'une ligne Amiens-Grenoble, pour l'essentiel. Et sur le plan des perturbations, alors que les voies de communication étaient au départ les cibles majoritaires, sont progressivement des centres économiques, dépôts pétroliers, centres logistiques ont été visés. Et samedi dernier, un nouveau palier a été franchi avec des exactions commises à l'encontre des symboles de l'État, mairie, préfecture, trésorerie, permanence parlementaire. Un point de fixation est cependant demeuré constant, le blocage et la dégradation des barrières de péage, voire la destruction à Virsac, où je me suis rendu, à Narbonne ou à La Ciotat. Je retiens ensuite l'incapacité du mouvement à se structurer, à faire émerger un ou plusieurs leaders capables de dialoguer avec les institutions, capables d'organiser la sécurité des rassemblements, capables de venir en préfecture préparer les manifestations de voie publique. Quel est le résultat? Il n'y a pas d'organisateur, il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de responsabilité. L'État se retrouve seul à gérer un mouvement totalement désorganisé, avec toute la difficulté que cela implique. Cela se ressent immédiatement sur le terrain. Il n'y a pas de service d'ordre, il n'y a pas de personne pour canaliser les manifestants qui sont livrés à eux-mêmes sur la voie publique, sur des grandes routes à grande circulation, où ils se mettent en danger, où ils mettent en danger les autres. Ils se réunissent dans des lieux complètement inadaptés au rassemblement, revendicatifs, car beaucoup trop dangereux. Vous en connaissez les conséquences dramatiques, 3 décès, tous occasionnés sur des barrages routiers, 1032 blessés, dont 39 graves. Pour les forces de l'ordre, l'action est d'une rare complexité. Les très nombreux barrages routiers nécessitent une mobilisation en des points très éclatés. Il faut protéger les manifestants et les usagers. Il faut éviter les tensions entre les uns et les autres, tout en assurant sa propre protection face à des comportements violents. Par ailleurs, cette absence d'organisation a permis aux éléments les plus violents de s'infiltrer dans les rassemblements des Gilets jaunes. Ce noyautage entraîne de plus en plus souvent un effet de meute, une manipulation des manifestants et la dérive progressive du mouvement vers une radicalisation violente. À Paris, comme en région, cela se traduit par l'attaque en règle systématique de nos forces de l'ordre et des bâtiments publics. Cette violence est accompagnée d'obstructions au secours, à Paris comme au Puy-en-Velay, où le feu avait été mis à la préfecture et le véhicule d'incendie qui tentait de s'approcher pour éteindre le feu a été empêché pendant un long moment. Et nous avons vu cela en face à face, alors qu'on n'est pas là sur un rassemblement de gens ultra identifiés, connus. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Et sur la préfecture du Puy-en-Velay, c'est d'autant plus préoccupant que les personnels étaient dans le bâtiment. Voilà, mesdames, messieurs, un propos liminaire rapide qui nous permettra de répondre ensuite à vos questions. Et si vous êtes d'accord, Madame la Présidente, Laurent Nunez peut le compléter rapidement. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Donc la parole est à Monsieur Nunez, secrétaire d'État. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, très rapidement pour compléter les propos du ministre de l'Intérieur, rappeler que la stratégie qui a été mise en œuvre respecte les principes généraux. Stratégie mise en œuvre donc au cours des jours écoulés, y compris ce samedi, respecte les principes généraux du maintien de l'ordre en France, c'est-à-dire à la fois permettre la libre expression des opinions et bien sûr préserver les vies humaines en cas de trouble. Donc tout d'abord, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur, il y a un principe fondamental, c'est celui de la liberté. Liberté de s'exprimer, liberté de manifester ses opinions, liberté de se rassembler et de défiler. Mais pour cela, il existe un cadre juridique qui est que chaque manifestation doit faire l'objet de ce qu'on appelle une déclaration qui est adressée au préfet territorialement compétent qui en accuse réception. Et lorsque ce rassemblement est significatif, qu'il rassemble un grand nombre de personnes ou qu'il emprunte un itinéraire plus compliqué à gérer, les services de police prennent alors contact avec les organisateurs afin de déterminer le nombre de participants et les mesures d'encadrement à prendre en compte, qui sont bien évidemment systématiquement des mesures de protection des personnes et des biens. Le préfet est habilité à prendre des mesures qui limitent cette liberté de manifestation et qui peuvent aller d'ailleurs jusqu'à l'interdiction en cas de risque insupportable, selon la jurisprudence, la notion de risque insupportable de trouble à l'ordre public. Bien évidemment, avant d'en arriver à l'interdiction, et c'est le cas à Paris très fréquemment, il y a toute une gradation de mesures qui peuvent consister à définir un trajet spécifique convenu avec l'organisateur, un itinéraire, des endroits à éviter, ce qui permet et notamment certains quartiers, c'est notamment le cas des quartiers où se sont réunis les manifestants
manifestants des Gilets jaunes, enfin qui ont participé, on va plutôt dire, à des attroupements des Gilets jaunes. Ils ont choisi, jeté leur dévolu sur des quartiers qui, traditionnellement, de tout temps et sous toutes les majorités, n'ont jamais donné lieu à des revendications, à des manifestations revendicatives déclarées et déclarées. Donc tout cela est une question de proportionnalité, comme vous le savez toutes et tous, qui est systématiquement appréciée au cas par cas pour trouver un équilibre entre l'exercice de la liberté de manifester et d'expression et le respect et la préservation de l'ordre public. Donc c'est donc en vertu de ces principes de liberté et de graduation des mesures qu'il a été décidé de ne pas interdire la manifestation du 1er décembre, malgré les incidents survenus le week-end précédent, puisque donc un périmètre avait été défini sur les Champs-Élysées, qui était un périmètre contrôlé, qui tenait compte donc des incidents qui s'étaient tenus la semaine passée, alors qu'un périmètre d'exclusion de manifestation avait lui été maintenu et qui visait à protéger les institutions de la République, à commencer par le Palais de l'Élysée et l'Assemblée nationale. Toutes les manifestations d'envergure nationale ou internationale, ou celles qui présentent un risque particulièrement élevé de troubles à l'ordre public, font naturellement l'objet d'un suivi attentif. Et nous nous inscrivons de ce point de vue avec le ministre de l'Intérieur dans les pratiques que tous nos prédécesseurs ont scrupuleusement appliquées: fixer un cap, définir des priorités et répartir des moyens en fonction de l'événement à encadrer. C'est ce qu'on appelle une stratégie de maintien de l'ordre, et il revient sur le terrain aux préfets de l'exécuter, car ce sont les préfets qui sont responsables de l'ordre public dans leur département ou dans leur territoire. Et c'est donc lui qui définit les dispositifs de sécurité, qui prend les décisions opérationnelles en s'appuyant sur les services de police et de gendarmerie. Notre conception du maintien de l'ordre est simple. Il s'agit de la doctrine qui a été appliquée en France depuis des décennies. Elle repose sur une exigence: limiter au maximum les contacts physiques et les violences qu'ils peuvent entraîner. Cela passe par un maintien de l'ordre à distance des manifestants afin d'éviter les affrontements, les blessures, voire davantage. Naturellement, il y a intervention systématique des forces de l'ordre en cas de trouble à l'ordre public ou en cas de débordement. Le fait de se tenir à distance n'exclut pas une intervention rapide quand il y a des troubles et des incidents. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé le 1er décembre, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Voilà, et bien évidemment, cela passe par un ensemble de moyens et de techniques d'intervention proportionnés qui sont destinés à repousser et éloigner les fauteurs de troubles. Vous l'aurez compris, donc deux choses nous importent au final. Premièrement, c'est de permettre aux manifestants pacifiques de s'exprimer librement en toute sécurité. Et bien évidemment, deuxièmement, c'est de réduire au maximum le risque pour les personnes manifestant comme pour les membres des forces de l'ordre. Donc c'est dans cet esprit que nous avons abordé avec les autorités ici présentes les jours passés, et c'est dans cet esprit, Madame la Présidente, et j'en termine, que nous aborderons les prochaines journées. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie. Donc, nous allons maintenant prendre des questions. Je vous propose donc un temps de 2 minutes par question. J'ai un certain nombre d'inscrits. Je m'arroge le privilège de vous poser la première. Et puis, nous ferons des séries de 5 questions et je vous laisserai répondre et organiser vos réponses entre vous comme vous le souhaitez. Donc, vous venez de nous expliquer que vous aviez fait face à des manifestations d'un genre particulier, qui n'avaient pas d'organisateur, qui n'avaient pas été déclarées, avec des responsabilités très, très diffuses, et que c'était effectivement extrêmement compliqué de canaliser ces manifestations. Et on a pu voir que dès 9h du matin, au niveau de l'Arc de Triomphe notamment, des premiers actes extrêmement violents se sont déroulés, et que le fait d'avoir bloqué les Champs-Élysées avait permis, en tout cas, ont eu pour conséquence une concentration des manifestants sur cette zone-là. Je voulais savoir à cet égard si vous aviez bien mesuré la possibilité que justement la fermeture des Champs-Élysées occasionne un blocage sur l'Arc de Triomphe. Et au vu de ce blocage et des événements qui sont survenus à cet endroit-là, comment se fait-il que vous n'ayez pas réussi à évacuer les manifestants et qu'on ait pu voir ces images perdurer pendant une grande partie de la journée à cet endroit-là et causant des dommages qui nous ont tous bouleversés? Donc, c'est pour une première question. Deuxième question, Madame Marie Guévenoux pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le secrétaire d'État, au nom du groupe majoritaire, je souhaite vous remercier d'avoir répondu à l'invitation de la présidente de la Commission des lois pour cette audition qui fait suite aux terribles scènes de violence de samedi vécues à Paris, mais aussi dans les territoires.
La représentation nationale s'adresse à vous dans le cadre normal de son travail du contrôle du gouvernement. En à vos propos, permettez-moi de saluer le travail et le dévouement admirable, vous l'avez souligné, de nos forces de l'ordre et de sécurité. Permettez-moi aussi de vous dire l'exigence de responsabilité qui est la nôtre. Nous souhaitons nous tenir loin des polémiques politiciennes et voulons simplement être éclairés sur les faits qui se sont déroulés samedi. Depuis plusieurs semaines, les députés de la majorité rencontrent de nombreux Français, gilets jaunes ou pas, qui viennent nous faire part de leurs difficultés, et c'est leur voix que nous portons. Mais c'est aussi la voix des Français qui, même si certains considèrent que la colère est légitime, refusent la mise à sac des quartiers de Paris ou d'ailleurs, refusent la destruction des symboles de notre République, refusent les morts et les blessés, et refusent la violence dans toutes ses expressions. J'ai donc plusieurs questions. Dans quel cadre légal s'est déroulée la manifestation de samedi aux Champs-Élysées? Quelle est la nature de vos contacts avec les organisateurs de la manifestation? Pouvez-vous nous dire factuellement la part des manifestants et celle des casseurs? Enfin, nous avons tout entendu sur le profil des casseurs. Ultra-droite, black box, gilets jaunes radicalisés, pilleurs coutumiers des manifestations. Pouvez-vous nous dire de qui s'agit-il exactement? Et enfin, en fonction de ces informations, quelles seront les évolutions du dispositif si une nouvelle manifestation devait se produire samedi? Je vous remercie. Pour le groupe Les Républicains, M. Éric Ciotti. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État. Samedi 1er décembre, mais également le 24 novembre dernier, les forces de l'ordre, policiers, gendarmes, se sont confrontés à une violence inédite depuis des décennies. Nous voulons naturellement condamner avec force ces violences et rendre hommage au professionnalisme et au courage des hommes et des femmes qui ont été confrontés. Néanmoins, et nous voulons le dire aussi solennellement ce soir, Monsieur le Ministre, cette situation traduit un échec de la stratégie du maintien de l'ordre que vous avez utilisée, que vous avez déployée. Vous avez parlé de stratégie, c'est en effet une stratégie. Il y a des moyens, il y a des pratiques en matière de maintien de l'ordre pour contenir, pour éviter, et à tout le moins pour contenir ces violences. Ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe, symbole éminent de notre nation, de notre République, traduit cet échec. Et à ce stade, Monsieur le Ministre, je veux vous interroger sur l'affectation des moyens que vous avez choisis, puisque pour la première fois, vous avez utilisé des périmètres de protection ou d'exclusion beaucoup plus larges que traditionnellement. Et vous avez utilisé des forces, beaucoup de forces, pour protéger ces périmètres et pour effectuer des filtrages, qui sont, vous en convenez, des missions très différentes de celles du maintien de l'ordre. Je souhaite que vous me confirmiez le chiffre qui est évoqué par certains syndicats. Monsieur le préfet de police avait à sa disposition 3000 hommes et femmes des forces mobiles, CRS et gendarmes mobiles, et semble-t-il 2500 de ces forces mobiles ont été utilisées de façon statique et n'ont pas pu suivre les évolutions des manifestants, si tant est que seuls 500 hommes étaient disponibles pour contenir les violences qui se sont déployées autour de ces périmètres inhabituellement larges. Donc, Monsieur le Ministre, ce soir, est-ce que vous avez le sentiment d'un échec sur cette stratégie de maintien de l'ordre que vous avez déployée? Je vous remercie. La parole est à David Habib pour le groupe socialiste apparenté. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous avez dit cette phrase, donc je vais la reprendre immédiatement. Moi, je ne connais pas de personne qui considère que ce qui s'est passé samedi dernier ne soit pas grave. Ce qui s'est passé samedi dernier est très grave. Et nous avons été, pour le groupe socialiste, pour le Parti socialiste, les premiers à condamner les exactions d'un certain nombre de personnes qui méritent le qualificatif de criminels. Et comme les autres orateurs, je veux ici, moi aussi, saluer toutes celles et ceux qui étaient en charge de représenter la République dans ces moments très particuliers. Policiers, gendarmes, pompiers, mais également les forces de santé, de sanitaires qui ont accompagné ces événements. Une fois qu'on a dit cela, on doit revenir sur ce qui est effectivement, pour reprendre l'expression de M. Ciotti, un échec. Un échec de plus pour ce gouvernement. Un échec de plus pour cette majorité.
Vous avez dit tout à l'heure, je ne connais pas de personne qui considère que ce qui est passé n'est pas grave. Je veux ajouter, moi, je ne connais pas de ministre qui ne fasse pas le lien entre ce qui s'est passé et le climat social qui existe dans ce pays depuis 3 semaines, climat auquel le gouvernement est sourd, climat auquel la majorité est sourde. Alors je veux ici d'abord évoquer la question de l'anticipation. Y a-t-il eu des informations, disposiez-vous d'informations sur la participation d'un certain nombre de mouvements d'ultra-droite à cette journée de samedi? Si oui, à quelles dispositions avez-vous prises pour anticiper leur participation à cette journée? Vous avez évoqué le dispositif, M. Ciotti vient de le faire. Est-ce que vous confirmez qu'il y avait seulement 500 fonctionnaires en situation d'opérationnel? Et considérez-vous que ce chiffre de 500 soit à la hauteur des événements que nous avons connus? Troisièmement, je souhaite, avant une éventuelle manifestation que je ne souhaite pas sur Paris, que vous puissiez nous dire quel est l'état aujourd'hui des forces de police en termes de fatigue, en termes de mobilisation, en termes de capacité à réagir à des faits qui pourraient malheureusement se répéter. Je vous remercie. La parole est à Maïna Sage pour le groupe UDI Agir Indépendant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, pour le groupe UDI Agir Indépendant, j'aimerais également m'associer au témoignage qui vient d'être fait, à la fois pour encourager les forces de l'ordre et effectivement dénoncer le fait que nous avons quand même le sentiment, au bout de la 3e manifestation, que nous sommes face à un phénomène qu'on n'arrive pas à endiguer. Donc effectivement, ce sentiment d'échec très fort. Les chiffres sont très alarmants, à la fois en termes de moyens qui sont déployés, du nombre de personnes qui ont été touchées, blessées, voire qui ont perdu la vie. Je voudrais quand même que vous puissiez apporter à votre bilan des chiffres sur l'outre-mer. On a tendance à l'oublier, mais je voudrais rappeler que la situation est aussi très grave à La Réunion. Donc si vous pouvez, dès ce soir, nous faire un point de situation, je voudrais le dire, le souligner, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais nous avons une ministre de l'Outre-mer qui a eu le courage d'y aller et qui est au milieu des manifestants et qui discute avec ce qui m'amène également à ma question principale et primordiale, c'est comment se passera les événements de samedi prochain. Sommes-nous en mesure de répondre face aux dégâts qui ont été causés? Sommes-nous en mesure de répondre, effectivement, ne serait-ce qu'en termes d'effectifs, à assurer la sécurité? Et évidemment, en conclusion, vous dire que vous êtes, vous, en aval pour endiguer le phénomène, mais on ne peut pas passer cette audition sans rappeler qu'en amont, il est nécessaire désormais, nous encourageons l'ensemble du gouvernement et de la majorité à y réfléchir. Nous sommes à J- quelques jours des prochaines manifestations, à entendre cet appel, à entendre ces manifestants et à leur témoigner, je pense, dès demain, un acte fort qui change de cap et qui reconnaît aujourd'hui la gravité de cette situation et le fait que nous allons droit dans un mur. Il faut un moratoire qui permette d'apaiser, de ramener cet apaisement nécessaire à la discussion. Merci. Je vous remercie. Et pour clore cette première série de questions, Monsieur Stéphane Peu pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État. Au nom des députés communistes, je voudrais à mon tour condamner avec la plus grande force et la plus grande vigueur les violences que nous avons connues ces derniers jours, et notamment ce dernier week-end, et saluer le courage des forces de l'ordre. D'autant plus saluer le courage des forces de l'ordre que l'on sait la situation de stress, d'accumulation d'heures supplémentaires, de conditions de travail difficiles qui est le leur en temps ordinaire, si je puis utiliser ce qualificatif. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans inquiéter sur la difficulté psychologique pour chacun d'entre eux, malgré le grand sens de la mission qui est la leur, pour mener à bien la poursuite du maintien de l'ordre dans notre pays si cette situation devait perdurer. Et donc j'ai interrogé des amis policiers, des responsables policiers aujourd'hui dans la perspective de cette audition, et tous m'ont dit il n'y a pas de solution sécuritaire à la crise que connaît le pays. Il n'y a qu'une réponse politique
qui doit être apportée le plus rapidement possible pour que le pays puisse retrouver un peu plus d'accalmie. Et donc, bien évidemment, c'est ce qu'on a dit en rencontrant le Premier ministre aujourd'hui, l'urgence d'une réponse politique qui puisse calmer la situation dans le pays. Mais je voudrais, sans en rajouter aux questions qui ont été posées par d'autres collègues, vous dire les risques d'une contagion et d'une extension. Je suis un député de la Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est un département qui était assez peu concerné par le mouvement des Gilets jaunes, pour un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Mais depuis ce matin, on avait 25 lycées bloqués. Il y a eu des affrontements avec des lycéens dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et très franchement, si l'absence de réponse politique à la hauteur de ce qui est nécessaire devait se traduire demain ou dans les jours qui viennent par une jonction avec les quartiers et la jeunesse de notre pays, je crains que nous soyons en très grande difficulté pour maintenir l'ordre et la sécurité publique dans notre pays. Je conclurai juste en disant que je suis sans doute l'élu dans cette Assemblée qui a, avec ma formation politique, le plus d'expérience des manifestations et des services d'ordre. Et donc, je ne méconnais pas la difficulté qui est la vôtre pour maintenir l'ordre dans des rassemblements non inorganisés, comme le sont celles des Gilets jaunes. Mais pour autant, attachons-nous à une réponse politique. Je vous remercie. Et je vais donner la parole à Hugo Bernalicis pour le groupe La France Insoumise. Ainsi, tous les groupes se seront exprimés pour cette première série de questions. Hugo Bernalicis. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, il est clair que je vais m'associer en partie à ce que vient de dire mon collègue Stéphane Peu. D'abord dire que la formule que nous avons employée en disant qu'il n'y a pas d'ordre public sans justice sociale se réalise sous nos yeux. Le sentiment d'injustice sociale traduit un désordre public. Oui, les gens surgissent comme ça sur la scène publique, dans l'espace public, sans organisation, parce qu'ils sont pris aux tripes et qu'ils ont envie de défendre une revendication qui leur semble juste et légitime. Et on ne sait pas gérer ça. On ne sait pas gérer ça. On ne sait pas le gérer, en tout cas, avec des moyens d'ordre public. Et en réalité, si les choses se poursuivent, vous savez, comme nous, Monsieur le ministre, qu'il n'y a aucun dispositif policier qui est capable de contenir ça. Absolument aucun. Et qu'on va aller de débordement en débordement. Alors, je veux m'associer, comme tout le monde, effectivement, à dire que les policiers doivent avoir notre soutien dans cette épreuve compliquée, mais c'est compliqué pas que pour les policiers, aussi pour un certain nombre de manifestants qui se trouvent là au milieu de tout ça, qui se retrouvent à respirer du gaz lacrymo, ou par exemple cette personne âgée qui est décédée à Marseille parce qu'elle a reçu une grenade de lacrymo. On peut peut-être aussi avoir un mot pour ces personnes qui sont parfois les oubliés de vos grands discours. Je pense qu'il faut arrêter de mettre de l'huile sur le feu et de radicaliser le processus lui-même. Quand il y a des lycéens qui manifestent plutôt pacifiquement, qui se font gazer comme ce matin, c'est pas étonnant qu'ensuite ils reviennent encore plus mécontents. Quand vous interdisez, les premiers mots que vous avez sur la manifestation, sur les Champs-Élysées, c'est non, ce sera interdit, hors de question. On sait très bien que les gens s'en ficheront de cette interdiction. Et ce n'est que quelques jours après où vous offrez une porte de sortie en disant « bah oui, on pourra se réunir au Champ de Mars ». Ce n'est pas le bon signal. Le signal de fermeté n'est pas entendu et du coup n'est pas respecté. Moi, j'ai une question aussi un peu précise. C'est ces grenades qui ont déjà arraché 3 mains jusqu'à présent, est-ce qu'on va continuer à les utiliser ? C'est une vraie question concrète. Moi, je ne suis pas pour que des mains soient arrachées. Et dans les 3, il y a celle d'un policier à La Réunion. Donc, il faut quand même, à un moment donné, en finir avec ce genre de matériel. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci. Je ne relèverai pas les propos, ça ne veut pas dire que je les écarte, qui sont la réponse sociale à apporter par rapport à la question de l'ordre public, mais l'objet qui nous rassemble ce soir, c'est la question de l'ordre public. Mais évidemment, ne voyez pas dans cette déclaration liminaire un jugement par rapport à celles et ceux qui se sont exprimés sur cela. Je pense qu'il faut partir des faits. Je le dis en particulier à M. Bernalicis. Partir des faits, c'est ne pas affirmer qu'une dame est morte d'une lacrymo. Une enquête est en cours, elle est morte d'un choc opératoire. Il y a une enquête qui précise ça. Le procureur a demandé à l'IGPN de travailler aussi sur ces éléments. Et nous voulons faire toute la vérité sur ce sujet, mais attention à ne pas nous emballer et à qualifier des faits d'une façon qui ne correspondent pas à la même réalité. De même, vous avez évoqué les grenades qui ont emporté 3 mains et vous avez évoqué un policier à La Réunion.
Dois-je préciser que c'est un policier qui était dans sa voiture, qui a tenté de se défendre, qui a été caillassé, attaqué, et qui, effectivement, pour se défendre, n'avait qu'un choix, celui d'utiliser une bombe lacrymo, vous m'interrogez s'il faut les supprimer, ou son arme. Et il a à juste titre usé de proportionnalité dans la défense, sorti une grenade lacrymo, j'ai échangé avec lui assez longuement pour avoir cela en tête, et à ce moment-là, il a été blessé par cette grenade. Il faut avoir en tête que dès lors que nous choisissons effectivement de repousser les attaques dont nous faisons l'objet, il faut utiliser des moyens. Et les bombes lacrymo font partie de ces moyens. On pourra réfléchir ensemble à la doctrine. Et je pense qu'il faudra effectivement, à l'aune de ce qui vient de se passer, mais je donnerai quelques chiffres aussi sur l'évolution des effectifs des forces mobiles, il faudra nous interroger sur la doctrine, la revoir en profondeur, tout comme il faudra la revoir pour samedi prochain. J'aborderai cela, mais en ayant en tête que, évidemment, il ne s'agit pas dans une audience publique de déterminer et de surtout d'indiquer quels seront les façon dont nos forces de l'ordre vont protéger la capitale et les autres villes de France, mais je vous dirai quelques éléments sur cela. Je crois aussi, M. Bernalicis, que je suis obligé de vous dire que si aucune revendication juste et légitime ne doit être tue, aucune ne peut justifier la violence et la volonté de tuer. Parce que ce à quoi nous avons eu affaire, c'est aussi la volonté de tuer et de tuer nos forces de l'ordre. Je reviendrai sur différents sujets et d'autres pourront compléter. Je vais, Madame la Présidente, vous dire toute la difficulté de gérer un site. Pourquoi tous les ministres de l'Intérieur successifs ont toujours voulu éviter qu'il y ait des manifestations sur les Champs-Élysées? Parce que nous savons les conditions des 24 accès sur les Champs-Élysées, parce que nous savons le risque qui existe sur cette très large avenue, parce que nous savons que les effets de déport peuvent effectivement susciter les dommages que l'on a constatés ce week-end. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tout de suite, comme tous les ministres de l'Intérieur qui se sont succédés place Beauvau, dit « ce lieu n'est pas possible ». Certains ont apporté, au fond, un soutien au choix de ce lieu. Au fond, c'est parti sur les réseaux sociaux. Personne n'a assumé la responsabilité. Une question a été posée ainsi sur comment sont organisées les manifestations. Ben, c'est un message sur un réseau social et ça devient un lieu emblématique et ça devient ce lieu-là. Et j'ai fait le choix, j'en assume la responsabilité, de tendre la main aux Gilets jaunes pour justement faire en sorte que la manifestation, qui n'a jamais été autorisée sur les Champs-Élysées samedi il y a 9 jours, puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Et nous avons opté pour un modèle que nous pratiquons le 14 juillet ou le 31 décembre, le modèle de la fan zone. Modèle qui mobilise les mêmes forces de sécurité que celles que nous avons mobilisées pour ce site-là, qui n'étaient pas fermées, Madame la Présidente, qui n'étaient pas bloquées, qui était ouvert au public sous la seule condition formelle d'ouvrir son sac pour vérifier qu'il n'y avait pas d'armes par destination, et dans certains cas, de procéder à des contrôles d'identité. Si les policiers qui faisaient ces contrôles considéraient que c'était une personne à risque, elle était autorisée à contrôler. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'au fond, dans la journée, 500, 600, 700 manifestants ont accepté d'ouvrir leur sac parce qu'ils venaient manifester, alors que les autres, d'entrée, ont fait le choix de ne pas passer ces contrôles parce que, justement, ils avaient notamment des armes par destination sur eux. Et donc, ils sont mobilisés sur les champs dès 7h jusqu'à 8h50. Et à partir de 8h50, mais monsieur le préfet de police complétera mon propos, ils ont commencé à attaquer brutalement nos forces. Il y avait, et vous m'avez posé la question, Madame la Présidente, de la question de l'Arc de Triomphe et de toute la valeur symbolique qu'il représente, mais aussi de la valeur touristique, patrimoniale qu'il représente. Il y avait deux forces qui, en permanence, ont tenté de sécuriser ce site. Elles ont été attaquées à de nombreuses reprises, elles ont perdu le site pour se protéger, pour sauver des vies. Elles l'ont reconquis 6 fois. 6 fois dans la journée, dans une logique de combat, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qui s'est passé. Et à chaque fois, les adversaires ont reculé dans les rues adjacentes et ont provoqué les dégâts que vous connaissez aussi. Avec toute la difficulté, c'est que dans ce cas-là, il fallait déplacer nos forces pour intervenir, avec systématiquement des violences extrêmement fortes. C'est ce qui explique que deux forces qui traditionnellement permettent de sécuriser sans difficulté l'Arc de Triomphe, face à ce déferlement de haine et de violence, ont reculé. Vous avez vu ces images-là. Et j'ai eu l'occasion de dire aux forces qui tenaient l'Arc de Triomphe, je leur ai utilisé ces mots en disant « c'est sûrement pas politiquement correct, mais en vous écartant, vous avez sauvé des vies ». Et je pense que le symbole est aussi lourd de sens pour moi que pour, je crois, chacune et chacun d'entre vous. Mais jamais, comme ministre de l'Intérieur, et tant que je le serai, je n'accepterai l'idée que pour sauver un bâtiment, même avec la puissance symbolique de l'Arc de Triomphe, un policier meurt.
Je crois qu'il est essentiel d'avoir cela en tête. Madame Guévenoux m'avait interrogé sur le cadre légal. Dans l'essentiel des cas, il n'y en a pas. Il faut avoir en tête que l'État, le préfet, n'autorise pas les manifestations. Le principe en droit français, c'est que, parce que la liberté de manifester est une liberté absolue, le principe, c'est que nous autorisons, au fond, la manifestation simplement en acceptant la déclaration. Il ne s'agit pas de dire « oui, vous pouvez manifester ». Il s'agit d'enregistrer et, dans la plupart des cas, de discuter avec celui qui organise la manifestation pour trouver une solution. Il y avait la semaine dernière, samedi, plusieurs manifestations à Paris, dont une portée par la CGT, qui s'est parfaitement bien déroulée, avec un interlocuteur, un organisateur, une discussion sur le schéma, généralement un service de sécurité. On connaît tous l'histoire qui peut être débordée à un moment donné, mais jamais par les manifestants, mais pas que pour la CGT, jamais pour les manifestants qui sont là, mais plutôt par des gens qui s'infiltrent à l'intérieur, et c'est ce que nous avons connu. Et donc, du coup, il n'y a pas de cadre légal, et donc les conséquences sont effectivement que c'est l'État qui prend en charge financièrement, et nous avons débuté dès ce matin, monsieur le préfet de police, auprès des commerçants des démarches. J'ai rencontré les maires d'arrondissement et la maire de Paris tout à l'heure pour qu'on ait un travail d'évaluation des dégâts, et c'est l'État qui doit assumer cela. Vous m'avez demandé aussi la part entre les casseurs, les gens d'ultra-gauche et d'ultra-droite. D'abord, c'est lié à cette observation que nous faisons par rapport à notre connaissance, qui est une connaissance empirique de la situation. Je crois que le débat, on pourrait en parler longuement, mais je crois que le débat n'est plus de savoir si ce sont des ultras qui sont infiltrés. Il y avait ce week-end entre 3 et 5 000 personnes qui étaient dans une logique de casseurs. Certains, on les connaît, viennent de l'ultra-droite, d'autres de l'ultra-gauche. Mais s'ils ont pu tenter de guider le mouvement, ils n'ont jamais été maîtres du mouvement, à aucun moment. Ni samedi dernier, où là, très clairement, on a vu des personnes que nous connaissons qui venaient de l'ultra-droite en début de matinée tenter d'emporter le mouvement. Ils n'ont pas emporté le mouvement. J'espère que je suis clair en vous disant cela. De même, dans la journée, d'autres personnes connues d'ultra-gauche sont intervenues dans le dispositif, mais n'ont pas gagné le mouvement. Et en fin de journée, samedi, ce sont des casseurs qui sont venus, mais par opportunisme financier, par approche crapuleuse, qui sont venus profiter du désordre pour casser des magasins et voler dans les magasins. Et donc, c'est vraiment différentes catégories. Mais ce que je retiens de la manifestation de samedi, c'est qu'il n'y a pas, au fond, d'un côté, des manifestants expérimentés, formés dans l'ultra-droite ou l'ultra-gauche qui auraient cassé. Il y a des gilets jaunes qui se sont radicalisés et qui, au fur et à mesure du temps, dans la journée, sont devenus extrêmement violents. Et pour répondre précisément à votre question, sur les 412 personnes interpellées dont on a fait le criblage, 16 seulement sont connues. Ça ne veut pas dire que c'est la proportion de ceux qui étaient sur le terrain, parce que généralement, les ultras sont plus mobiles que les manifestants plus traditionnels et se sont fait moins arrêter. Il faut appeler un chat un chat. Mais n'empêche, les enquêtes se poursuivent, les vidéos devront nous aider à travailler. Je voudrais vous préciser que 14 personnes ont été interpellées au sein de l'Arc de Triomphe. Je voudrais souligner aussi l'efficacité de ceux qui étaient là, qui ont dû interpeller les gens qui avaient cassé, qui sont susceptibles d'avoir cassé dans l'Arc de Triomphe, les ont sortis au milieu de la manifestation. Ça a été très délicat comme opération. Ils l'ont fait, ils l'ont plutôt bien fait. Je voudrais évoquer la question de M. David Habib et la question du renseignement. Par rapport à ce que je vous ai dit, on voit toute la difficulté du renseignement. C'est-à-dire que nous connaissons certains réseaux, d'autres non. Et là, effectivement, le réseau des Gilets jaunes n'est pas un réseau qui est identifié, qui est suivi depuis longtemps par nos services de renseignement. Deuxième élément, ils ont en même temps, eux-mêmes, très vite changé leur mode opératoire. Ils sont passés sur des messageries cryptées pour communiquer, ils sont sortis des réseaux Facebook, et donc ça rend plus difficile notre service de renseignement. Et puis surtout, ce que je peux vous dire comme ministre de l'Intérieur depuis quelques semaines, et que nous savons tous, c'est que le renseignement a été, ces dernières années, fragilisé en France. Il a été fragilisé. Après les attentats que nous avons connus, des investissements majeurs ont été faits et sont poursuivis aujourd'hui sur la menace terroriste. Mais j'ai le sentiment, et je me trompe peut-être, que l'effort n'a pas été porté sur les autres formes de renseignement. Que le renseignement de la lutte contre le terrorisme étant une priorité, on a peut-être baissé la garde sur ces sujets et ça doit nous interroger pour la suite. Mais vraiment, je veux quand même vous dire en conclusion que le risque
liées aux manifestations et aux violences des manifestations des Gilets jaunes avait été anticipée et que nous l'avons évoqué à de nombreuses reprises, Laurent Nunez, moi et les différentes autorités, et que c'est pour cela que nous avions adapté notre dispositif avec une mobilisation exceptionnelle des forces de l'ordre, avec ce périmètre de protection des institutions et ce filtrage des accès aux Champs-Élysées. Mais il est exact que le moment précis où ces violences se sont déclenchées, le lieu où les affrontements ont débuté, les personnes qui décidaient de s'y livrer, soit d'initiative, soit par mimétisme ou effet d'entraînement dont je parlais tout à l'heure, conservent une part d'aléa que le renseignement ne nous permet pas de maîtriser de façon satisfaisante. Maïna Sage m'a interrogé sur La Réunion. Il s'est passé des choses extrêmement graves, effectivement, à La Réunion. La ministre s'est rendue sur place. Ce matin, il y avait plus que 45 manifestants sur 3 sites. Le port a été débloqué. Demain, la ligne Paris-La Réunion d'Air France redémarrera. On peut considérer qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation de calme sur l'île. J'espère que cela durera. La ministre s'est rendue sur place, a pris quelques engagements, a su rencontrer à la fois les responsables des manifestations, à la fois l'ensemble des élus, et on a une situation qui est plutôt apaisée. Monsieur Stéphane Peu, vous m'avez posé la question... Vous avez évoqué, au-delà de la crise politique, les lycéens. Je voudrais effectivement, je ne l'ai pas fait dans mon propos liminaire, évoquer non pas le mouvement lui-même. Il y avait 188 lycées qui étaient partiellement en grève, occupés aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, mais là encore, une grande violence. 2 ados, ont été blessés, ont été brûlés. Le premier, avec une jerrycan d'essence, voulait mettre le feu à des barricades. La seconde avait pris une bombe insecticide classique, l'avait allumée. Exercice que certains pensent utile pour faire comme un lance-flamme, sauf que je le dis si par hasard certains m'écoutent sur ce sujet, la bombe chauffe et explose. Et 2 jeunes adolescents, comme de l'âge de beaucoup de nos enfants ici présents, comme l'âge de mes filles, ont été grièvement brûlés, et cela montre effectivement que l'esprit de radicalisation peut peser sur une mobilisation de jeunes lycéens dont je ne pense pas qu'ils soient eux-mêmes en aucun cas radicalisés, mais je n'ai pas apprécié cela. Vous m'avez posé aussi la question, Monsieur Habib, de la fatigue de nos forces. Nous sommes... Et Stéphane Peu, pardon, aussi. Oui, c'est vous. Nous sommes face à une mobilisation exceptionnelle. Jusqu'à 75 000 policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, membres du corps préfectoral, agents des préfectures ont été mobilisés. Et souvent dans des conditions extrêmement difficiles. 470 gendarmes, policiers, pompiers ont été blessés. Et on a eu des durées d'engagement exceptionnelles. Donc effectivement, il y a une situation de très grande fatigue. Le président de la République a rencontré à midi les CRS, a tenu à passer un message général à nos forces pour les remercier de cet engagement et pour saluer cette mobilisation exceptionnelle. Et je voudrais vous dire que la fatigue est aussi liée à la fois au mode de défense donc stratégique que nous retenons pour traiter des manifestations, mais aussi à la fragilité, et je l'utilise ainsi, de nos effectifs. Je voudrais rappeler que nous avions en 2008 31 167 gardes mobiles et CRS dans notre pays. Nous en avons aujourd'hui 26 800. Ce qui s'est passé, et le chiffre a baissé jusque 2012 à 26 600 et s'est stabilisé depuis et n'a pas progressé depuis, que ce soit sous le mandat précédent, mais c'était stabilisé, ou que ce soit sous le mandat actuel. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a supprimé 15 escadrons de gendarmerie. Et que si on n'a pas supprimé de CRS, on a fait évoluer leur composition. Elles sont passées pour les 2/3 à 3 sections, c'est-à-dire à peu près 600 hommes, moins de 600 hommes, et que ça génère aussi une fragilité. 3 sections, ça change tout par rapport à 4. Et donc du coup, et j'étais à table à midi avec des CRS qui me parlaient de ce quotidien-là et de cette difficulté-là. Nous devons aussi peut-être réfléchir à revoir nos priorités sur cela. Je pense que la question de l'ordre public est une question majeure et qui est très évolutive. Et donc il nous faudra revoir à la fois notre doctrine d'emploi et à la fois les conditions d'emploi. Nous allons nous y atteler. Je n'ai pas répondu à la question de M. Ciotti, mais rappeler que c'est le modèle de la fan zone que nous utilisons très régulièrement et qui n'empêcherait pas des émeutes possibles à tous les moments où ça a été utilisé. Et que du coup, il nous a fallu proposer, et je le redis, cette main tendue aux Gilets jaunes. Parce qu'il ne s'agissait pas pour nous, gestionnaires de l'ordre public, de faire passer un message de refus
de manifestation et à aucun cas nous avons opposé le refus de manifestation, mais vous allez sécuriser. Et comme vous avez posé une question précise avec des chiffres précis sur l'utilisation dite statique de nos forces, tel n'est pas le cas. Et je pense que Laurent Nunez et Michel Delpech pourront vous donner les chiffres précis. Oui, Monsieur le Ministre, juste un mot avant de passer la parole au préfet de police sur ce qui a été dit par Monsieur Ciotti sur le caractère statique, mobile des dispositifs. Donc moi, je suis membre du gouvernement depuis un peu moins de 2 mois, mais j'ai quand même une longue expérience de l'ordre public. Il y avait 3 dispositifs, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur samedi, 3 niveaux. D'abord, une protection des institutions, c'est indispensable puisque les manifestants veulent s'en prendre au Palais de l'Élysée, à l'Assemblée. Donc on a un dispositif statique qui est effectivement mis en place à cet endroit, sur un périmètre autour du Palais de l'Élysée de l'Assemblée nationale. Nous avons par ailleurs, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, une zone de contrôle, une zone où l'accès était contrôlé, c'était l'ensemble des Champs-Élysées, dans le cadre de la main tendue qui a été évoquée, et qui faisait également l'objet de dispositifs qui étaient positionnés de manière statique pour assurer les fouilles. Et puis nous avions une 3e partie du dispositif, dont le préfet de police va donner les chiffres, et je vous rassure, on est très loin des 500 effectifs que vous évoquez, heureusement. Et dans cette zone, ce que je voudrais dire, c'est que la violence à laquelle ont eu à faire face les policiers était extrême, totalement inédite, et la dissémination des groupes dans Paris, il était tout autant. C'est-à-dire que entre le milieu de la journée et la fin de la journée, nous avons eu à faire face à plusieurs foyers d'attaque qui ont conduit les forces à agir progressivement, à se disperser, mais le préfet de police en parlera. Mais on ne peut pas dire que le dispositif de protection qui sont mis autour des institutions ne sont que des dispositifs statiques. Je dois porter à votre connaissance qu'à plusieurs reprises dans l'après-midi, ces dispositifs qui protégeaient les institutions ont été attaqués de manière extrêmement violente par un certain nombre de manifestants, si on veut, enfin de casseurs, pour essayer de pénétrer le dispositif. Et sans ce dispositif qui était robuste, probablement que les manifestants auraient pénétré à l'intérieur du dispositif avec les risques que ça comportait pour la protection de nos institutions républicaines. Voilà, je passe la parole au préfet de police sur le volume précis des effectifs qui ont été déployés dans le 3e périmètre, celui où les effectifs ont été mobiles et ont pu dégager les barrages, les barricades érigées par les casseurs, et puis procéder à 412 interpellations. En ce qui concerne les chiffres, en effet, si on regarde et si on compte à peu près 60 fonctionnaires par unité de force mobile, ça faisait sans doute 1860 effectifs sur le dispositif que vient d'évoquer le ministre et le secrétaire d'État, c'est-à-dire d'une part la zone de protection des institutions, et je ne peux qu'abonder dans le sens de ce qui vient d'être dit, sur la nécessité de l'avoir mise en place et de manière robuste, parce qu'il y a eu des tentatives, c'est vrai samedi dernier, c'était vrai le samedi précédent, et des tentatives violentes, notamment samedi dernier, à l'angle Rivoli-Concorde. Ensuite, pour le filtrage, Monsieur le ministre, vous avez rappelé qu'il y a 24 points d'accès aux Champs-Élysées pour faire ce contrôle, ce qui a mobilisé à peu près près de 700 fonctionnaires. Pour le reste, c'est près de 2000 fonctionnaires militaires de la gendarmerie qui ont été disponibles pour les tâches mobiles. À la fois les unités de force mobile mises à ma disposition qui n'étaient pas engagées sur les 2 dispositifs précédents. Je souligne, parce que je crois que la question a été posée, que celles des unités que nous avions prévues en intervention dans le périmètre des Champs-Élysées, dès 9 heures, l'ordre a été donné par mes soins de les projeter à l'extérieur. S'ajoutaient à ces unités de force mobile les moyens de la direction de l'ordre public et de la circulation, notamment les compagnies d'intervention. C'est presque 400 fonctionnaires avec ce que nous appelons les BIVP, des moyens très conséquents de la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, les compagnies de sécurisation, des fonctionnaires de BAC, de brigade anticriminalité. J'ajoute également que nous avons mobilisé des fonctionnaires de la direction de la police judiciaire, en particulier de la BRI, pour être sur le terrain. Tout ça, ça fait près de 2000 fonctionnaires. Sans compter la police des transports qui était très présente dans les gares, qui a fait des interpellations, sans compter aussi les effectifs de circulation qui ont essayé de protéger les Parisiens au large de tous ces événements. Donc dire que l'immense majorité des ressources a été gelée par ces dispositifs statiques, ce n'est pas conforme à la réalité. Il y a eu beaucoup plus de moyens, je vous l'indique,
de l'ordre de 2000, sans compter les compagnies de circulation, sans compter la police des transports, qui étaient à l'extérieur des 2 périmètres que nous avons évoqués. Je vous remercie. Monsieur Raphaël Gauvain pour La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, ma question concerne les moyens juridiques dont vous disposez et dont disposent les forces de l'ordre pour maintenir l'ordre public. Vous avez déclaré hier que rien n'était exclu et que notamment rien n'était exclu pour une nouvelle déclaration de l'état d'urgence. Donc ma question est simple. Où en êtes-vous ? Et si oui, si effectivement vous envisagez un retour de l'état d'urgence en France, quelles mesures de police administrative vous sembleraient pertinentes pour maintenir l'ordre public dans le cadre de ces manifestations ? Enfin, j'ai une autre question concernant, il y a des appels à manifestation qui ont été lancés pour samedi prochain. Là encore, que comptez-vous faire ? Entendez-vous, à supposer que ces manifestations ont été déclarées ou seront déclarées, entendez-vous interdire ces manifestations, notamment au regard, vous avez décrit nos forces de l'ordre qui étaient dans un état de, je cite vos propos, mais la durée de l'engagement était très importante, qu'il y avait un état de fatigue aussi qui était important. Donc entendez-vous interdire ces manifestations ou même interdire à Paris tout rassemblement ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Éric Diard pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État. Tout d'abord, moi aussi, je suis unanime. Je voudrais rendre un hommage non seulement aux forces de l'ordre, mais aux pompiers et aux professionnels de santé qui ont eu une journée plus que difficile ce samedi. Je vous ai entendu, Monsieur le Ministre, dire qu'il est légitime de protéger les institutions. Mais pour vous, pour moi, l'Arc de Triomphe est une institution. C'est un périmètre sacré qui contient la dépouille du soldat inconnu, et qui représente, si vous voulez, l'ensemble des soldats qui sont morts pour que vive la France. Et pour moi, ce périmètre ne devait pas être violé, il devait rester sacré, comme l'Élysée ou comme l'Assemblée nationale. Ma question, Monsieur le Ministre, est simple. Vous avez dit dans vos propos liminaires que la violence allait crescendo. Entre le 17 novembre et le 1er décembre, la violence a été de plus en plus importante. Alors pourquoi ne pas avoir fait appel au groupement de blindés de gendarmerie mobile qui est basé à Satory ? Je vous remercie. Cécile Untermaier pour le groupe socialiste apparenté. Merci Madame la Présidente. Bon, simplement dire aussi que cette crise sociale et politique a franchi un degré supplémentaire ce samedi 1er décembre, que nous condamnons bien sûr cette violence inouïe et ces actes graves, que nous exprimons notre reconnaissance envers les forces de l'ordre et les sapeurs-pompiers, dont on mesure l'état de fatigue et de stress. Nous sommes inquiets. La stratégie de maintien de l'ordre n'a pas marché. Nous avons ressenti, nous le disons, une grande fragilité et une forme d'impuissance que les actes viennent démontrer. Moi, j'ai 3 questions. La première, à chaque manifestation, des personnes ont été placées en garde à vue, interpellées. Je suppose que les forces de l'ordre elles-mêmes et vous-même êtes soucieux de la suite judiciaire qui a pu être réservée et de la célérité avec laquelle les condamnations ont pu être exécutées. Certes, la garde des Sceaux n'est pas là aujourd'hui, mais je souhaiterais savoir si vous avez des éléments d'information à nous donner, d'autant que, s'agissant du 1er décembre, nous avons compté 630 personnes placées en garde à vue sur 682 arrêtés. Comme l'a dit Monsieur le ministre, c'est un niveau jamais atteint. Comment vous organisez-vous? Parce que la réponse judiciaire, vous le savez comme moi, est un élément aussi de la sécurité des personnes et aussi elle participe de cette sécurité. Et ma deuxième question, c'est sur les effectifs de police et de gendarmerie. Est-ce que nous pourrions avoir finalement la communication extrêmement précise des forces de l'état des forces de l'ordre à ce jour?
Et dernière question, est-ce qu'à votre avis, il faut faire évoluer le cadre légal du régime de la déclaration des manifestations? Je vous remercie. Monsieur Meyer Habib, le groupe UDI Agir Indépendant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'État, Paris a été livré à des hordes de sauvages. Si les Gilets jaunes portent évidemment une colère légitime, ont le droit de manifester, on a vu une République défigurée à l'instar de cette statue de Mariam au musée de l'Arc de Triomphe, éborgnée là exactement où 2 semaines plus tôt, le monde s'était rassemblé pour célébrer le centenaire de l'armistice. Quand des commandos s'en prennent à des lieux aussi symboliques au niveau de notre histoire, à ces lieux de mémoire, quand la propriété, ces magasins ont été violés, pillés, il n'est pas excessif de parler d'attentats et de menaces contre l'état de droit et de la démocratie. Les Français sont très inquiets. Ils ont vu parfois leur police reculer face à des fauteurs de troubles, sans respect pour rien ni personne, issus de l'extrême gauche, des identitaires, des mouvances Dieudonné, Soral, etc. Ces images ont fait le tour du monde et l'effet a été désastreux pour notre pays à l'étranger où le trouble est considérable. Des journalistes nous ont demandé si on était en mai 68, si l'Assemblée allait être dissoute, si le président allait démissionner. Il ne s'agit pas, Monsieur le Ministre, simplement d'une erreur de communication, mais il y a aussi certains dysfonctionnements dans les doctrines d'intervention et d'anticipation. Paris, ce n'est pas simplement les Champs-Élysées, il y a 11 avenues autour. L'heure est à l'unité nationale, évidemment, mais nous devons dresser un bilan lucide des dysfonctionnements de notre politique de sécurité. Évidemment, je rends hommage à mon tour aux forces de l'ordre, mais comment peut-on expliquer de tels débordements avec un dispositif de 5000 policiers, CRS et gendarmes mobilisés? Insultés, défiés, tabassés, épuisés, nos forces de l'ordre sont aujourd'hui à bout. Le constat est sévère. Des forces de l'ordre ont été déplacées, mais manifestement, ils n'ont pas pu être partout. Un travail en amont de renseignement, ça a été dit tout à l'heure, et a été insuffisant, manifestement, en particulier sur les réseaux sociaux. Est-ce que les consignes ont été bonnes, les consignes d'intervention? C'est très important. Il y a, à mon sens, comme on l'avait fait après les attentats terroristes, à revoir certaines doctrines et à repenser le dispositif. J'en terminerai. Il faut en finir avec l'impuissance face au déchaînement d'une violence aussi extrême. Je vous remercie. Madame Élodie Jacquier-Laforge pour le groupe MoDem. Merci Madame la Présidente. Alors bien évidemment, je m'associe à mes collègues pour rendre hommage aux forces de l'ordre et au travail qu'elles ont mené depuis plusieurs semaines maintenant. Je crois que tous ensemble, on mesure aujourd'hui la gravité de la situation, la violence inédite qui a eu lieu, et la forme en plus de la manifestation, donc sans structure, sans leader. Moi, je voulais revenir sur un point un peu plus particulier, c'est d'avoir constaté notamment que l'équipement des personnes qui manifestaient, on les voit souvent, elles sont avec des lunettes, avec des masques. Donc on voit bien que c'était des personnes qui étaient préparées à cette violence-là, ou en tout cas qui avaient l'équipement sur eux et qui montrent qu'ils avaient envie d'en découdre. Donc ma question, c'est de savoir quel dispositif supplémentaire vous allez mettre en œuvre dans la perspective des prochaines manifestations qui sont d'ores et déjà annoncées, et notamment un meilleur contrôle des personnes qui cachent leur visage dans l'espace public. Je vous remercie. Je vous remercie. Danielle Obono pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Je voulais commencer par rappeler que samedi, il y a eu ces violences que tous et toutes condamnons, et il y a eu aussi des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes, plus de 130 000 selon les chiffres du ministère, qui ont pu exercer leur droit de manifestation de manière très très largement pacifique, y compris grâce au travail des forces de l'ordre qui ont pu assurer ce droit constitutionnel. Et c'est tout à leur honneur. Donc, pour comprendre, y compris les raisons de ce qu'on a vu sur les Champs-Élysées, qui n'était pas également la majeure partie des manifestations à Paris, parce qu'il y a eu aussi des milliers de personnes qui ont pu manifester pacifiquement à Paris. Je pense, Monsieur le Ministre, vous vous posiez la question de savoir pourquoi tant de gilets jaunes ont pu être radicalisés et se sont retrouvés sur les Champs-Élysées. Je voulais quand même vous rappeler les propos
tenus en juillet dernier, y compris au moment où nous avions un cadre similaire de discussion sur les manifestations du 1er mai, ces propos indiquaient « S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent me chercher ». Et on ne peut pas comprendre, y compris la concentration sur les Champs-Élysées, sans rappeler que pour beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, la responsabilité, elle est d'abord celle du gouvernement, de M. Macron, y compris la violence symbolique ressentie face au mépris et au refus d'entendre des revendications sociales légitimes. Voilà pour le contexte politique, il est important de rappeler. J'avais rapidement trois questions auxquelles j'aimerais que vous répondiez, Monsieur le ministre. Vous nous aviez parlé en 1er mai dernier d'un dispositif déjà impressionnant, avec y compris l'identification d'un certain nombre d'individus signalés en amont. Pourquoi 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, on remarque ces mêmes individus, mais sans que vous ayez pu les appréhender? D'autre part, il semble, et il y a beaucoup de vidéos qui circulent, y compris sur les réseaux sociaux, et qui montrent un usage qui semble clairement disproportionné de la force. Est-ce que l'inspection des services de police a reçu des signalements ou s'est saisie par rapport à ces vidéos qui ont été diffusées? Et dernière question, une manifestation était prévue pour le 8 décembre pour les marches pour le climat. Ces manifestations ont été déclarées bien avant, il nous semble. Est-ce que vous pouvez assurer que ces manifestations pourront avoir lieu? Elles n'ont rien à voir avec, elles n'ont pas directement à voir avec les appels des Gilets jaunes, même s'il y a des correspondances. Donc pouvez-vous confirmer que les appels pour les marches pour le climat, notamment celles de Paris, pourront se maintenir? Je vous remercie. Messieurs les ministres. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, la question de Raphaël Gauvain. J'ai dit que sur les moyens juridiques, je n'avais aucun tabou. Je le confirme. Je pense que tout ce qui, dans le cadre du droit dont vous êtes les acteurs, permet de lutter contre le risque que courraient nos concitoyens doit être utilisé. Mais le fait de ne pas avoir de tabou ne veut pas dire que j'ai une préférence. Et à l'heure qu'il est, je ne considère pas que l'état d'urgence est un outil qui renforcerait suffisamment nos moyens d'intervention. On est en train d'analyser cela, à la fois d'un point de vue juridique et à la fois d'un point de vue de l'efficacité. Donc je n'exclus rien au moment où je vous parle, mais le fait d'avoir dit que ce n'était pas un tabou n'était pas une invitation à le mettre en œuvre. La question de l'interdiction, il faut évidemment se poser le sujet de son efficacité. Mais ce que je vais vous dire, c'est que de toute façon, les manifestations telles qu'elles se sont déroulées samedi dernier à Paris, comme de nombreux endroits en France, étaient de fait interdites. Parce que ça s'appelle un attroupement au sens juridique. Et quand cet attroupement a comme vocation de casser, de blesser, de piller, de voler, de toute façon, on est sur un système interdit. Donc dans ce cas-là, il faut avoir les moyens d'interpeller et on tente de se donner ces moyens-là avec les forces qui sont à notre disposition. Et ça me permet de rebondir au propos de Madame Obono. Vous évoquez un usage clairement disproportionné de la force. Je partage votre avis, mais sûrement pas du même côté. Je voudrais aussi vous dire que, et je réponds à Éric Diard, l'Arc de Triomphe était protégé par deux forces. Deux forces, c'est puissant comme protection. Deux forces, ce sont des femmes et des hommes qui savent, en plus parce qu'ils sont là, la puissance symbolique du fait de devoir reculer. Et la seule chose que j'ai dit, c'est bien évidemment que l'Arc de Triomphe était protégé, mais j'évoquerai des modalités différentes de protection. Et la seule chose que j'ai dite, c'est que je ne reprocherai jamais aux hommes qui ont reculé d'avoir reculé parce qu'il en allait de leur vie. Et c'est cela que je veux dire. Mais évidemment que l'Arc de Triomphe doit être protégé, qu'elle était protégée par de force. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi on n'a pas intégré dans le périmètre de la fan zone l'étoile. J'ai rencontré tout à l'heure des maires d'arrondissement qui m'ont proposé de rajouter le 16e et le 17e. On est là sur un niveau de protection qui implique un nombre de forces qui serait supérieur à celles disponibles en France. Il faut avoir en tête que l'étoile, c'est 12 avenues qui débouchent sur le plateau de l'étoile. Et donc, tenir le plateau, c'est mobiliser 12 forces. Et c'est les mobiliser de façon statique. Et on a eu cet échange depuis tout à l'heure. Et ça fait partie des choses que nous évoluerons. Je dirais un mot sur ce que nous anticipons en évolution, même si rien n'est arrêté à l'heure qu'il est. Ça fait partie des sujets sur lesquels nous voyons que la limite du statique est là. Parce qu'ils voulaient s'en prendre à un symbole. Il y en a d'autres des symboles à Paris. Je ne vais pas les lister.
parce que ce serait presque y faire penser. Mais ils sont tellement nombreux, ces symboles de la République, de la fierté de notre histoire, de ce que nous sommes, dans cette valeur représentative, je pense à l'Assemblée, je pense au Sénat, dans sa valeur historique, je pense à d'autres lieux que je n'ai pas cités. Et donc, bien évidemment, ils auraient déplacé leur attaque. Dans les réseaux sociaux tels que des choses circulent aujourd'hui, il y a, je ne vais pas les citer, d'autres lieux que les Champs-Élysées. Et donc, certains pensent que le choix des Champs-Élysées est lié à la présence de l'Élysée. Celles et ceux qui appellent à nouveau la mobilisation pour venir casser à Paris samedi prochain évoquent d'autres lieux qui sont très éloignés des Champs-Élysées. Et donc, on voit bien que de toute façon, ils auraient cherché des lieux symboliques qui auraient atteint notre République. Mais évidemment, il y a un sujet particulier d'émotion, et je partage votre émotion, Monsieur Diard. Pour le groupement Gendarmerie Mobile Satory, le DGGN pourra compléter mon propos et dire quelques mots sur ce sujet. De même, pour Madame Termaillère, sur le suivi judiciaire et sur le cadre légal, Laurent Nunez pourra l'évoquer parce qu'il était, pour le gouvernement, présent au premier examen qui a eu lieu de la PPL Retailleau, porté par le sénateur Retailleau, sur lequel le gouvernement a pu dire un certain nombre de choses, mais je laisserai Laurent l'évoquer. Je vous ai donné l'effectif de nos forces mobiles, je vous communiquerai l'effectif de l'ensemble de nos forces police et gendarmerie, qui ont été déployées dans toute la France, mais qui n'ont pas toutes la même fonction, qui n'ont pas l'habitude de l'ordre public, et qui pourtant ont sauvé la sous-préfecture de Narbonne, qui pourtant ont sauvé, malgré l'incendie, la préfecture du Puy-en-Velay. Ce sont des femmes et des hommes qui ne sont pas dans cette expérience professionnelle-là, mais qui ont su faire face. Ils sont formés, mais pas à ce niveau de gravité, de violence. Et pourtant, ils ont fait face, et donc je vous communiquerai cela. Mais sachez que c'est jusqu'à 67 000 femmes et hommes qu'on a mobilisés, 75 000 en comptant tous les personnels administratifs complémentaires qu'on a mobilisés dans cette gestion. Et je le dis, c'est une fragilité de notre système, c'est lié à cet épuisement qui a été évoqué. Meilleur Habib, vous m'avez interrogé sur la doctrine, revoir la doctrine. Oui, il va nous falloir revoir la doctrine parce qu'il faut au fond l'adapter en permanence, mais face à ces nouvelles formes de violence. Et je ne parle pas seulement du process désorganisé que j'ai évoqué dans mon propos liminaire. Il faut bien évidemment que nous puissions avoir des moyens différents. Et je l'ai dit pour le renseignement, comme je le dis pour le maintien de l'ordre public. Ça fait partie des chantiers que nous souhaitons évidemment ouvrir parce qu'on voit qu'on a des doctrines qui ne sont plus qui n'ont plus adaptées à la réalité des violences dont on fait l'objet. Madame Laforge, vous avez évoqué l'équipement des agresseurs, mais au fond, c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas venus sur les Champs-Élysées, tout simplement parce qu'ils sont venus armés, avec leur forme d'armes et de protection. Mais du coup, ils sont venus pour en découdre. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu passer les contrôles, non pas d'identité, mais de sacs, de fouilles, uniquement parce qu'ils étaient venus pour en découdre. Je crois avoir répondu à tout, et donc je dirais juste quelques mots avant de laisser la parole à Laurent Nunez et à Monsieur le directeur général de la Gendarmerie nationale. Nous allons faire évoluer, à la fois par une mobilisation exceptionnelle de nos forces sur Paris, mais aussi en province, parce que n'oublions jamais que la province, et celles et ceux qui sont là le savent, a aussi en de nombreux endroits été attaquée, dans des endroits où ça n'était pas du tout l'habitude. Et donc il nous faut effectivement garantir des forces en province. Nous allons renforcer nos forces sur Paris. Nous allons travailler sur l'enjeu de mobilité et se donner les moyens de faire en sorte qu'on puisse être beaucoup plus mobile pour intervenir partout dans Paris, parce que ce que l'on peut craindre demain, c'est qu'on ait, comme ça a été le cas la semaine dernière, une multiplication des lieux. Madame Obono évoquait la manifestation pacifique qui s'est déroulée la semaine dernière et me posait une question. J'ai en tête celle très pacifique et qui s'est très bien organisée la semaine précédente avec 12 000 personnes sur Paris qui manifestaient contre les violences faites aux femmes, sans difficulté. Au même moment, à Lyon, alors qu'il y avait 200 gilets jaunes qui manifestaient le matin, il y avait 6 000 personnes qui étaient mobilisées sur ce sujet contre les violences faites aux femmes, et ça s'est très bien passé. Ce que nous avons vu quand même samedi, c'est qu'un cortège d'à peu près 5 000 personnes, de gens qui étaient plutôt pacifiques, ont été repris pendant qu'ils déambulaient par des casseurs, et qu'ensuite ils se sont éclatés sur 3 sites différents.
Et c'est aussi cette réalité-là qui fait que l'intervention de nos forces était difficile, parce qu'elles accompagnaient ce cortège. Ce cortège s'est écarté et s'est de façon organisée réparti sur 3 sites. Et à ce moment-là, on a eu des attaques sur d'autres lieux que ceux dont on parle autour de l'Étoile ou sur les Champs-Élysées. La question du maintien de la marche pour le climat, pour tout vous dire, dans mon schéma idéal, j'espère, et j'invite même d'ailleurs les organisateurs à ne pas vouloir maintenir cette manifestation. Si tel n'était pas le cas, nous discuterons avec eux pour la sécuriser. Monsieur Nunez. Oui, monsieur le ministre de l'Intérieur. Rapidement, puisqu'on approche de l'heure de 21h30, sur les suites judiciaires, donc quelques chiffres. Vous savez qu'il y a un dispositif exceptionnel qui a été mobilisé suite à la journée de samedi. Donc il n'y a jamais eu autant de garde à vue prise sur un dispositif d'ordre public. Je renvoie donc à monsieur le député Meyer au propos qu'il utilisait d'impuissance. Voilà, 412 interpellations, énormément de garde à vue. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que sur un panel de 331 gardes à vue pour des personnes majeures, 139 ont été présentés, déférés, au parquet de Paris, et 111 gardes à vue ont été prolongés. Donc on a eu un certain nombre de comparutions immédiates qui se tenaient, il y avait plusieurs audiences, et simplement pour faire court, vous dire que nous avons eu cet après-midi d'ores et déjà 4 peines de prison fermes qui ont été prononcées. Par ailleurs, concernant très rapidement ce qui a été dit sur l'évolution du cadre légal du droit de manifester, donc sujet délicat, liberté d'expression versus respect donc règles constitutionnelles versus respect de l'ordre public, vous dire que j'ai eu l'occasion d'exprimer la position du gouvernement, comme le rappelle le ministre de l'Intérieur, lors de l'examen au Sénat de la proposition de loi du président Retailleau, et qu'à cette occasion, nous avons précisé que la position du gouvernement était de poursuivre la réflexion sur ce thème dans le cadre d'un groupe de travail qui réunit les principaux responsables des forces de l'ordre, et qu'il y a un certain nombre de mesures qui méritent sans doute d'être retravaillées pour savoir si nous modifierons ou pas les textes, mais telles que celle de créer des périmètres de protection permettant des contrôles, surtout la possibilité à l'autorité administrative d'interdire un certain nombre d'individus à participer à des manifestations, ou la transformation encore en délit de la contravention, donc de participer à une manifestation avec le visage dissimulé. Donc voilà, donc nous sommes en train de travailler sur ce sujet, comme nous l'avons dit, dans le cadre d'un groupe de travail dont nous rendrons compte au début de l'année 2019. Ce qui veut dire que toute évolution n'est pas exclue. Général. Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Diard, s'agissant du groupement blindé de gendarmerie mobile qui est stationné à Versailles-Satory, il y a effectivement un certain nombre d'escadrons présents qui ont été engagés dans la manœuvre à pied qui a été évoquée par le préfet de police et le ministre de l'Intérieur. Ce groupement blindé, évidemment, a une composante qui permet de participer à des opérations de maintien de l'ordre à pied, mais également une composante blindée. S'agissant des véhicules blindés à roues de la gendarmerie nationale, ils doivent être engagés dans des situations particulières, face à des tirs directs sur les troupes, ça permet de progresser sous blindage, ou pour pousser un certain nombre de barricades qui pourraient être installées. En l'espèce, s'agissant de la situation samedi dernier, nous n'étions pas dans ce cas de figure, et il n'apparaissait donc pas utile, à ce stade, d'engager les véhicules blindés, qui restent bien entendu à disposition du préfet de police ou du gouvernement, si toutefois il y avait lieu d'intervenir à l'avenir. Je vous remercie. Mais écoutez, messieurs les ministres, merci d'être venus devant la commission des lois.